Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Avec vous, Francis à la présentation et je suis accompagné de Steve Dioy. Salut Steve. Salut Francis. Salut à toute la team de Zéro. Comment vas-tu, champion? On est là, on se porte bien. Et de ton côté, j'espère que tout va bien. Et merci encore de m'avoir invité ce soir. C'est normal. Oh, champion, tu sais, on attend l'été avec impatience, mais apparemment, le climat nous fait des siennes. L'hiver est en train de résister. Ce sont les difficultés des saisons. Hein. Je t'assure. En parlant de saison, on va donc aller directement dans le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur la finale de Ligue Europa qui opposait les Spurs de Tottenham contre les Reds de Manchester United. Par la suite, nous aurons le traditionnel débat du jour qui sera consacré à Luis Enrique. Est-ce que Luis Enrique est-il d'ores et déjà le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Et enfin, nous aurons un petit hommage que nous allons rendre aux deux départs de la semaine, à savoir Kevin De Bruyne qui va donc quitter officiellement les Sky Blues de Manchester City, et le départ aussi qui a été annoncé hier de Luka Modric. On va essayer de savoir quel était le poids de ces deux joueurs dans leurs clubs respectifs. Le menu te satisfait, Steve? Oui, je suis d'attaque. Allons-y. D'accord, c'est parfait. Ligue Europa a donc donné son verdict et lors du duel qui opposait les Spurs de Tottenham et les Red Devils de Manchester United, le match est achevé par une victoire 1-0 des Spurs de Tottenham. Steve Dioy, est-ce qu'on peut dire que cette victoire historique des Spurs de Tottenham ne sauve pas la saison des Spurs? La saison des Spurs et même de Manchester United pouvait être sauvée par ce trophée. Et heureusement, malheureusement, ça dépend de quel côté on se trouve. C'est Tottenham qui a réussi à remporter ce trophée. Et on peut dire que leur saison a été sauvée réellement par ce trophée. Mais si on parle vraiment du match en lui-même, j'ai pas trouvé le match exceptionnel pour une finale de Coupe d'Europe. Parce que, on va pas se mentir, c'était déjà le 16e contre le 15e, si je me trompe pas. Le 16e contre le 17e. Le 16e contre le 17e, voilà. Donc, déjà, c'est un match on va dire de bas de tableau. C'est tellement improbable que ces deux équipes ont pratiquement joué le maintien. Donc, ils n'ont pas, il n'y a pas eu un excellent match des deux côtés. Mais souvent, lorsqu'on joue une finale, l'essentiel, c'est de la gagner. Donc, on dira chapeau à Tottenham qui n'avait pas gagné de titre depuis 17 ans. Et bravo à eux. D'accord. Au-delà même de la victoire des Spurs de Tottenham, je tiens à préciser que c'est leur premier trophée majeur depuis la Coupe de la Ligue anglaise. Mais est-ce que cette victoire ne vient pas récompenser un travail qui a été accompli depuis le début des années 2000? Car Tottenham n'a cessé de faire partie du Big Five, voire Big Six anglais. Je me souviens de la saison où ils ont terminé juste derrière Leicester, où ils étaient à coude avec le Leicester pour aller pour remporter le titre de Première Ligue, ou encore la saison où ils arrivent en finale de Ligue des Champions contre les Reds de Liverpool. Et là, on se demandait toujours pourquoi ce club n'arrive pas à gagner. C'est un club qui a toujours eu une opinion positive favorable de son côté, mais ils étaient un peu considérés comme le club de la loose, eu égard par rapport à Harry Kane, qui n'avait jamais rien gagné avec les Spurs, ou encore le joueur coréen Son, qui n'avait aussi jamais rien gagné avec les Spurs. Est-ce que là, cette victoire, même si le match était catastrophique, ne vient pas parachever une sorte de travail qui a été accompli depuis une dizaine d'années? Euh, Par rapport au travail qu'ils ont fourni lors des années précédentes, on ne peut pas je sais pas, on ne peut pas raccorder ça à cette saison parce que déjà ils ont eu un nouveau coach la saison dernière, Ange Postecoglou, Effectivement. qui est
qui est revenu encore avec un nouveau style de jeu, avec une nouvelle philosophie et tout. Et ils ont mal commencé encore cette nouvelle saison parce que ils ont eu beaucoup de blessés. Ils ont eu énormément de blessés cette saison, qui était le cas quand même de plusieurs équipes en Europe, si je puis dire. Mais ils avaient déjà beaucoup de blessés, donc implanter encore ce qu'ils avaient mis déjà la saison passée est devenu compliqué. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de soucis en championnat et qu'ils sont arrivés à cette place qu'ils ont là. Donc, mais je dirais que juste que c'était juste un coup de... Ils se sont, je pense, genre, Ils ont ils se saisi sont... l'opportunité. Ils ont saisi une opportunité, ils se sont laissé pousser des ailes pour cette compétition en particulier. Donc, je pense que c'est ça, c'est juste cette ambiance qu'ils avaient autour d'eux qui ont fait en sorte qu'ils puissent arriver à cette finale et la remporter. D'accord, c'est parfait. Je tiens à préciser que le nouveau coach des Spurs, Ange Postecoglou, avait déjà prévenu que lui, lors de ses secondes saisons, il gagne toujours un trophée. On peut déplorer le fait qu'il soit 17e de Première Ligue, bien que cette année, ils ont quand même eu de très bons résultats en Première Ligue face aux gros. Je crois me souvenir qu'ils ont eu à battre Manchester City, ils ont eu des bons résultats contre Chelsea, mais ils ont quand même réussi en Europa League à se sublimer et à jouer la gagne jusqu'au bout et à remporter ce trophée. Et je pense que c'est à saluer. De son côté, les Red Devils, le moins que l'on puisse dire, Steve Joy, c'est que depuis le départ d'Alex Ferguson, le club est de plus en plus dans la dérive. Le club est en perpétuel déclin. Moi, je ne comprends plus Manchester United parce que normalement, c'est un grand nom du football européen, du football mondial même. Et les voir à ce niveau, c'est triste en fait pour pour ceux qui aiment le football en fait, parce que Mhm. on a grandi avec Manchester United, on se rappelle encore de leur finale de Ligue des Champions contre Barcelone, contre Chelsea et tout. On les revoit encore tout beau, tout grand. Et depuis que Ferguson est parti, le club ne fait que descendre, ne fait que décliner. Et c'est vraiment, je pense que c'est passé aussi par un management qui n'a pas été aussi très bon. Ça passe aussi par des recrutements qui n'ont pas été excellents, ou bien des personnes qui ont été recrutées n'ont pas pu rehausser le niveau de Manchester United. Donc, c'est un peu de tout, hein, un peu de tout, un mélange de genre, la faute revient aussi aux dirigeants, la faute revient aux joueurs, la faute revient aux entraîneurs. Et, et on ne sait pas ce on peut dire, en fait, pour que ils puissent encore remonter là où ils étaient. Donc, je pense que il va falloir encore beaucoup de travail pour eux, pour essayer d'arriver au niveau. Effectivement, c'est vrai que les Red Devils de Manchester United sont dans un moment de l'histoire qui est incroyable. Depuis le départ d'Alex Ferguson, je crois qu'ils ont remporté une ou deux Ligues Europa. Je pense une Ou José Mourinho, c'est bien ça. José Mourinho, oui. Effectivement, donc c'est une Ligue Europa et ils n'ont que des catastrophes. Pourtant, depuis le départ de Ferguson, c'est pas faute d'avoir eu des effectifs quand même assez pléthoriques, même avec des grands noms. Je tiens à préciser que Ibrahimovic a rejoint les Red Devils. Ils ont eu aussi à un moment donné Cavani, ils ont eu Paul Pogba, ils ont même eu le retour de Cristiano Ronaldo. Mais on a l'impression que peu importe les joueurs qui sont dans cet effectif, j'oubliais même aussi Raphaël Varane, Di Maria, peu importe les joueurs qui sont dans cet effectif, on a l'impression que quoi qu'il arrive, le club n'arrive pas à passer outre sa chute libre. Euh, cette année, elle le manifeste et pour moi, elle parachève tout le travail qui a été dégueulasse depuis le départ d'Alex Ferguson. Ils ont connu deux entraîneurs et là, ils sont 16e de Première Ligue. Juste une stat, depuis le mois de mars, ils n'ont gagné aucun match en Première Ligue. Depuis le mois de mars, ils n'ont gagné aucun match en Première Ligue. Et j'ai envie de te dire, leur défaite en finale de Ligue Europa, pour moi, c'est presque plus un mal, c'est plus un bien que le mal.
Parce que s'ils avaient remporté la Ligue Europa, je crois qu'ils auraient continué perpétuellement à refaire les mêmes erreurs. Parce qu'au niveau du merchandising, ça reste l'un des clubs les plus populaires et les plus bankable du monde, surtout en Asie. Mais au niveau des résultats, c'est incroyable. Ils ont eu un nouvel investisseur qui s'occupe uniquement du côté sportif, qui a dépensé plus de 6 milliards depuis qu'il est arrivé au mois de février. C'est le propriétaire aussi de l'OGC Nice. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que peu importe l'entraîneur, peu importe les joueurs qui sont présents, ils n'arrivent pas à remonter la pente. Pourtant, c'est l'un des plus grands budgets de la Première Ligue. Comment expliques-tu le fait que Manchester United n'arrive ne serait-ce que pas à jouer les premiers rôles en Première Ligue? Je pense que c'est le climat qui est autour du club, en fait, qui fait en sorte que les choses ne marchent pas. Parce que il y a tellement de, il y a tellement de personnes qui cherchent à faire ci ou ça et ça ne réussit pas à concorder avec l'évolution du club. Mhm. Le, si le, si, par exemple, le président veut certains joueurs, le coach n'en veut pas, le directeur sportif, lui, je sais pas ce qu'il recherche et tout. En fait, c'est cette atmosphère-là, morose, qu'il y a dans ce club qui fait en sorte que Manchester United ne réussit pas à jouer le premier rôle. Alors que ils avaient une ossature vraiment qui suivait une directive, qui regardait vers la même direction, bah, je pense qu'ils auraient fait mieux que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et même par rapport à leur recrutement, je pense que s'ils se calment et font des recrutements basés sur ce dont ils ont besoin actuellement, je pense ils pourront faire mieux que cette saison. Parce que cette saison, déjà, c'est la pire saison de Manchester United. Moi, depuis que je regarde le football, c'est la pire saison que j'ai vue de mes propres yeux de Manchester United. Donc, ils devraient se concentrer déjà, mais bon, on va faire un recrutement poste par poste, on va voir de qui on a besoin, si c'est au goal, si c'est au milieu du terrain, si c'est en défense, si c'est en attaque. Ils font, ils font ça, ils font ce point-là et ils recrutent par poste et voient comment évoluer. D'accord, je comprends. Mais selon toi, en ce qui concerne les solutions qui pourraient permettre à ce monstre sacré européen de pouvoir redorer son blason, est-ce que tu ne penses pas qu'il devrait plutôt faire une politique à l'Arsenal? Je tiens à préciser que lorsque Arsène Wenger s'en va d'Arsenal et ils prennent tout d'abord Unai Emery, les résultats sont dons-ci, mais ils ne le font pas confiance et puis ils prennent Michael Arteta à qui ils donnent les pleins pouvoirs. Et Arteta, lorsqu'il commence avec Arsenal, Arsenal est au fin fond des abîmes, même s'ils n'ont jamais tutoyé les mêmes abîmes que Manchester United cette année. Mais au moins, Arteta, ça fait pratiquement plus de 4 ans qu'il est à Arsenal. Il a pris des lourdes décisions comme le fait de sanctionner son meilleur buteur à l'époque et son meilleur joueur, Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait que la direction de Manchester United donne les pleins pouvoirs à un entraîneur comme Ruben Amorim, leur entraîneur actuel, ou bien fasse un projet à la Luis Enrique ou encore à la Arteta ou plus tout simplement à la Guardiola pour que ça puisse pour qu'ils puissent retrouver leur blason. C'est effectivement ce dont ils ont besoin. Donner les pleins pouvoirs à une personne, par exemple au coach Ruben Amorim, et le laisser faire déjà ses recrutements, le laisser faire, laisser- euh, qu'il ait le temps de mettre en place un plan de jeu réel, son plan de jeu à lui, et qu'il ait le temps, qu'il ait suffisamment de temps pour vraiment qu'on regarde après que bon, qu'est-ce qu'il a fait pendant une saison entière. Parce que n'oublions pas que Romain Amorim il est arrivé en janvier. Donc, Mhm. c'est une il a pris l'équipe en cours et il a fait avec les moyens du bord, il a fait avec ce qu'il avait. Donc, et c'est pour ça que cette saison-ci n'a pas été très bonne, vu ils ont fait pratiquement 2 saisons avec 2 coachs différents. Donc, on lui laisse le temps de travailler avec un nouvel effectif, l'effectif qu'il a choisi lui-même. D'accord. Au-delà même de l'entraîneur à qui on devrait potentiellement donner les clés du navire, dans une moindre mesure, est-ce que tu n'estimes pas que à un moment donné,
que ce soit nous, les modestes observateurs du football que nous sommes, ou tous ceux qui sont potentiellement fans de ce grand club, est-ce que tu ne penses pas qu'au contraire, on devrait plutôt aussi changer notre regard sur Manchester United? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint ce club en ayant toujours la vision de ce club, de ce qu'il était d'antan, mais justement, est-ce que le regard que nous avons par rapport au passé glorieux de Manchester United ne change pas en réalité la version de l'histoire? Parce que quand je prends en effet le cas, par exemple, de Ruben Amorim, qui était dans le top 8 lors de la Ligue des Champions avec le Sporting, grâce à une brillante victoire sur le Manchester City de Pep Guardiola, laisser le Sporting Lisbonne où il était tranquille, top 8 de la Ligue des Champions, pour venir se creuser le cerveau avec Manchester United. Lorsque je vois Casemiro qui quitte le grand Real Madrid où il est multiple vainqueur de la Ligue des Champions, il venait à peine de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2022, qui laisse le Real Madrid pour aller rejoindre Manchester United qui était déjà au plus profond des abîmes. Lorsque je vois un Cristiano Ronaldo, bon, lui, je peux comprendre, c'est le club de son cœur, mais Manchester n'était déjà plus Manchester. Ou l'exemple qui est le plus marquant pour moi, c'est André Onana, qui est finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Et le moins que l'on peut dire, c'est que depuis pratiquement 10-15 ans, l'Inter, en termes de résultats, est supérieur à Manchester United, qui a laissé l'Inter de Milan pour rejoindre Manchester United. Et dans l'imaginaire collectif, on a plutôt l'impression que quand il rejoignait, que ce soit Casemiro, André Onana ou Ruben Amorim, on a l'impression que lorsqu'ils rejoignent Manchester United, ils ont rejoint un plus grand club que le club précédent dans lequel ils étaient. Est-ce que tu ne trouves pas que on va devoir s'habituer au fait de voir Manchester United à ces places-là? Euh, bon, on ne sait pas de quoi est fait demain parce que le football, vraiment, le football, ça fluctue entre les équipes, tu montes, tu descends. Mais je pense que Manchester United, c'est un club qui a un équilibre entre grandeur et souvent côté financier. Mhm. C'est ce club-là qui lie, qui essaie un peu d'équilibrer parce que c'est un très grand club et c'est un club qui, on va pas se mentir, qui paye bien ses Effectivement. footballeurs. Donc, et c'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'ils quittent souvent des très le grand club, par exemple, Casemiro, lorsqu'il quitte le Real de Madrid pour aller à Manchester United, il a les deux, en fait. Il sait que Manchester United, c'est un club historique, c'est un grand club. On va dire ça comme ça. Et ils vont lui donner un salaire plus élevé que ce qu'il avait au Real de Madrid. D'accord. Donc, c'est pour ça que, Donc si je comprends bien, sans te couper, la plupart des récentes recrues de United, ils y vont d'une part à cause de la renommée du club, non pas pour le challenge sportif, mais aussi à cause du côté financier. oui, effectivement, surtout le côté financier, parce que ils, là où ils sont et tout, ils avaient déjà un certain standing. Et aller à Manchester United leur procure les deux, en fait, le standing du club où je joue au grand Manchester United et on me paye bien. Donc, c'est pour ça que je pense que la majorité de ces joueurs-là, donnent souvent leur accord à ce genre de club. D'accord. Euh, je partage ton point de vue par rapport au fait que la plupart des joueurs qui rejoignent Manchester United, c'est l'une des choses qu'on ne dit pas assez. C'est d'une part, ils y vont non pas pour le challenge sportif, mais surtout pour la renommée du club, et d'autre part aussi sur la partie financière. Et je crois que c'est au détriment des performances sportives de ces joueurs même, parce que quand je prends l'exemple de ceux que j'ai cités tantôt, tous ont régressé dans leur processus de carrière, que ce soit Ruben Amorim en tant que coach, il a diminué en termes de performance et en termes de résultats vu on juge les entraîneurs sur les résultats. Quand il prend le club,
le club n'est pas 16e, voilà. Même si ce n'était pas, il n'avait pas un classement exceptionnel, il n'était néanmoins pas 16e. Et je ne suis pas sûr que si on fait une comparaison entre la première moitié de saison de Ten Hag et la seconde moitié de saison avec Ruben Amorim, je crois que l'entraîneur hollandais a des résultats beaucoup plus positifs que celui de Ten Hag. En plus du fait que, si je ne m'abuse, ils ont gagné la FA Cup. En plus de cela, tu prends Casemiro, son niveau a largement diminué par rapport au niveau qu'il avait au Real Madrid. Et moi, l'exemple le plus marquant, et ça me permet d'aller directement sur sa personne, c'est le gardien titulaire de la sélection des Lions indomptables du Cameroun, André Onana. André Onana, quand il était à l'Inter de Milan, il faisait partie du top 3 des meilleurs gardiens du monde. Depuis qu'il est à Manchester United, son statut a diminué. Ok, je veux bien que il n'est pas aidé par sa défense et que à l'Inter de Milan, il avait une défense de fer, mais à un moment donné, entre les boulettes, les erreurs de placement, les buts encaissés, on le surnomme Monsieur un but par match, Monsieur un tir cadré, un but. Je trouve quand même que cette phrase Ouais, c'est démontre à quel incroyable. point, Un chic, voilà, un but. un tir cadré, un but. Cette phrase démontre à quel point la cote de ce joueur a diminué. Comment expliques-tu le déclin d'André Onana? En outre de cela, c'est sa troisième finale. Il en a joué une avec l'Ajax, justement qu'ils ont perdu contre United. Il en a joué une avec l'Inter de Milan et là avec United. Et ça fait trois défaites en finale européenne. Comment expliques-tu le déclin de celui qui était considéré comme l'un des meilleurs gardiens actuellement? Ça ne se comprend pas. Un gardien, en fait, un gardien, c'est sa confiance. Lorsqu'un gardien n'est pas en confiance, les résultats suivent. Genre, vraiment, il n'est pas, il est moins performant. On ne sait vraiment pas ce qui se passe réellement soit dans sa vie personnelle ou je sais pas quoi, mais ça n'empêche que sur le terrain, on voit comment, c'est, ce n'est plus le grand gardien qu'on a vu les saisons d'avant. Il y a 3 saisons. Parce qu'il y a 3 saisons, on le mettait parmi les meilleurs gardiens du monde. Il était dans le top Effectivement. 3. Il était dans le top 3 et là, on constate que bah, ce n'est plus le André Onana qu'on a connu il y a quelques années. Et j'espère que cette fin de saison et la nouvelle saison qui va commencer, j'espère qu'il va se remettre en question, qu'il va faire les efforts qu'il va falloir pour pouvoir revenir à son niveau, à son meilleur niveau. Parce que s'il reste à ce niveau-là, s'il ne fournit aucun effort, il perdra sa place. Il est un tout point de perdre sa place parce que un des supporters ne le veulent plus, on veut le vendre déjà, on veut qu'il parte et tout. Donc, qu'il se remette en question et qu'il refasse les efforts qu'il doit refaire et j'espère que la saison prochaine sera meilleure. D'accord, c'est parfait. En tout cas, l'histoire retiendra que si les Red Devils sont dans le trou le plus profond de la loose depuis le départ de Alex Ferguson, il y a quand même des coïncidences qui sont assez incroyables. L'année où Harry Kane, qui était considéré comme l'attaquant le plus, comment je peux dire, le plus loser de l'histoire, qui n'avait jamais remporté un trophée, réussit à remporter son premier trophée à travers la Bundesliga remportée avec le Bayern de Munich. C'est la même année où son club de cœur, les Spurs de Tottenham, réussissent à remporter leur premier trophée. C'est comme pour te dire que les coïncidences, parfois dans le destin, ça raconte de belles histoires. Effectivement, on se rend compte que cette année-ci, c'est l'année quand même des premières depuis tant d'années. Aston Villa qui gagne une Coupe d'Angleterre, Harry Kane qui gagne un trophée, Non, c'est Tottenham qui Newcastle gagne un qui a trophée. gagné la Coupe d'Angleterre, si je me trompe pas. Newcastle? Oui, c'est Ouais, c'est Newcastle. Newcastle et puis Mais je- quoi, le week-end dernier, c'est Crystal Palace qui a battu City en finale aussi de la Voilà, Ligue. effectivement, Crystal, voilà. La Coupe de la Ligue, c'est que je voulais parler de Crystal Palace, en fait. D'accord. Donc, Crystal Palace, Tottenham et Harry Kane qui a un trophée, c'est une saison des premières.
Et peut-être pourquoi pas, on va voir Paris Saint-Germain lever la coupe aux grandes oreilles. Donc, déjà, on ne sait jamais. Très belle passe décisive de l'attaquant que tu es. Ça va nous permettre d'aller donc sur le débat du jour qui concerne Luis Enrique, le génie, comme ils aiment l'appeler en France, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui depuis son arrivée, ça fait pratiquement 1 an et demi, il est à 5 trophées remportés sur 8. Voilà, parce que là, il a une finale de Coupe de France qui l'attend et potentiellement une victoire en Ligue des Champions à travers la finale de Ligue des Champions. Lorsqu'il est arrivé, le club du Paris Saint-Germain était très bas, toujours éliminé. Il n'arrivait plus à passer le cap des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, malgré l'arrivée des joueurs tels que Léo Messi, tels que Neymar, tels que Kylian Mbappé, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum. Ils avaient les meilleurs joueurs, les différents capitaines des grandes sélections ou des grands clubs, et il n'arrivait pas à franchir le cap des huitièmes de finale. Et dès sa première année, non seulement il a fait partir tous ces joueurs qui étaient plus ou moins des stars, mais surtout il a apporté une sorte de rigueur dans son club. Ayant pour résultat le fait de tout gagner en France l'année dernière, voilà, le fait d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions avec un effectif très jeune contre Dortmund et rebelote cette année, il a réussi non seulement à terrasser le championnat de France, et ça n'a fallu de peu pour qu'il termine invaincu, mais en plus de cela, à faire un parcours en Ligue des Champions qui est incroyable, qui les a menés jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, eu égard de ce qu'il a déjà accompli, que Luis Enrique est déjà le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Par rapport à ses accomplissements, on peut le dire sans sourciller que Luis Enrique est le meilleur. Bon, je ne sais pas qui pourra se au-dessus de lui. En plus, s'il réussit à gagner la finale de Ligue des Champions. Ouais, mais je pense à cet instant précis, on peut dire que il a ramené un nouveau souffle à cette Mhm, équipe. Il a ramené une nouvelle rigueur de travail surtout à cette équipe. Donc, parce que quand on se souvient bien, les années précédentes, il y a des années où, il y a l'année de la remontada, par exemple, où mhm, ils ont gagné 4-0 à l'aller et ils se voyaient déjà tout beau, tout genre c'était tranquille, ils savaient que bah ils sont qualifiés même si le match passe comment. En fait, ils avaient une confiance, une confiance excessive en fait, qui les ont conduits à le perdre. Cette année-ci, on n'a pas vu ça. Déjà que en Ligue des Champions, en début de la nouvelle saison de Ligue des Champions, ils étaient à mal en fait. Ils étaient pratiquement dans entre la 25e et la 30e place, qui n'était pas qualificative mhm. pendant certains matchs. Donc, ils ont dû batailler, ils ont dû se souder entre eux pour pouvoir avoir une chance d'aller titiller les grandes équipes. Heureusement pour eux, ils ont réussi à le faire et ils ont réussi à avoir ce nouveau souffle qui leur a permis d'arriver là où ils sont. Donc, on peut que tirer notre chapeau à Lucien Riquet. D'accord, c'est parfait. Pour ma part, je pense que Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Déjà pour moi, tous ceux qui sont venus depuis l'arrivée des Qataris sont supérieurs à ceux qui étaient avant. Voilà, je sais qu'ils ont gagné une Coupe des Coupes avec Luis Fernandez, mais je crois que personne ne se souvient de ce que c'est qu'une Coupe des Coupes. Mais ce qui est sûr, ça n'a pas le même ampleur ou la même ampleur que la Ligue des Champions aujourd'hui. Pour moi, il est d'ores et déjà le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain, que ce soit avec le titre de champion d'Europe s'il gagne contre l'Inter de Milan ou sans, car de par ses accomplissements, surtout en Ligue des Champions, avoir une progression constante, faire une demi-finale et ensuite une finale de Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que les seuls qui ont réussi à les faire ces dernières années, c'est Carlo Ancelotti avec le Real Madrid qui a fait à peu près 3 demi-finales consécutives avec le Real Madrid et avec des finales. Je peux même dire qu'il a fait 2 finales sur 3 ans, avec une année où il a fait la demi-finale. C'est Pep Guardiola qui a enchaîné, si je ne me trompe pas, lui aussi 3 à 4 demi-finales consécutives avec un titre au bout. Donc pour ma part, Luis Enrique, en une saison et demie, faire une demi-finale et une finale, pour moi, ça le
pose comme le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain. D'autant beaucoup de gens parlent de Thomas Tuchel, mais Thomas Tuchel, c'était selon un contexte particulier. C'était pendant le Final 8, c'est des matchs à coup près. Et quand on regarde les adversaires qu'ils ont affrontés, je veux bien que l'Atalanta Bergame soit une foudre de guerre, mais il faut pas exagérer. Et ils ont joué en demi-finale le RB Leipzig. Donc, franchement, comparaison n'est pas raison, mais le fait que Thomas Tuchel soit arrivé en finale de Ligue des Champions avec Neymar, avec Mbappé, avec Verratti, avec Di Maria, avec Thiago Silva, avec tous ces monstres sacrés, pendant ce temps-là, Luis Enrique arrive en finale de Ligue des Champions avec, s'il vous plaît, pour ma part, ce sont des no-names, parce qu'au début de saison, personne ne connaît Patio. Personne ne connaît Joao Neves, personne ne connaît Désiré Doué, Barcola, on l'appelle Bambi, donc, Ousmane Dembélé, eh ben, c'est Ousmane Dembélé, c'est juste des fulgurances, mais jamais décisif dans les moments importants. Il a réussi à faire progresser ses joueurs à un tel niveau qu'ils ont joué yeux dans les yeux contre des équipes comme Liverpool qui faisaient peur à tout le monde, contre des équipes comme Arsenal. Et pour moi, ça classe l'entraîneur qu'il est. J'ai bien aimé le Bambi de Barcola. Donc, on peut que vraiment tirer ce chapeau à déjà Luis Enrique pour tout le travail qu'il a pu fournir, pour la confiance qu'il a pu donner à ses joueurs, et les Pacho, les Joao Neves, les Vitinha qui ont pris beaucoup plus d'ampleur cette année. Et on leur souhaite bonne chance hein, pour la suite. D'accord. Au-delà même de la progression qu'il a apportée aux différents joueurs qui constituent son effectif, là où il m'a bluffé, c'est sur deux aspects. Un aspect extérieur, c'est la sérénité. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui, de par les expériences traumatisantes du passé qu'ils ont vécues, à savoir la remontada, ou encore ce qui s'est passé contre l'équipe B ou C de United, ou encore ce qui s'est passé contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, autant pour moi, avait cette était réputé comme étant un club qui flanchait dans les moments difficiles. Luis Enrique a apporté cette sérénité dans le club, mais en plus de cela, sur le jeu, c'est incroyable. C'est une équipe qui a une possession de balle à outrance. Ils font du pressing contre pressing qui est exceptionnel. Ils ont une dimension physique qui est incroyable. Ils ont une capacité, dès lors qu'ils récupèrent le ballon, à se projeter, à faire des attaques rapides qui sont foudroyantes. Il a totalement réussi à inculquer cette capacité à ces joueurs de par leur polyvalence sur le terrain à être aptes à jouer, peu importe la difficulté, peu importe le système de jeu. Ils sont capables de faire le dos rond comme ils l'ont fait contre Aston Villa lors des moments difficiles ou bien contre Arsenal lors des dernières minutes du match aller. Donc c'est une équipe qui est multifactorielle en termes de manière de jouer et tout ça ne porte que le nom d'une seule personne, Luis Enrique, qui a réussi à faire inculquer cette notion de contre-pressing, pressing, possession de balle et savoir faire le dos rond et attaque rapide et placée à des joueurs qui, normalement, lorsqu'on regarde leur profil, ne sont pas censés exécuter ces fonctions-là de la manière la plus agréable possible. Normalement, ça devrait beaucoup plus prendre de temps et je pense même, pour terminer, qui sont en avance par rapport au programme qui a été projeté par Luis Enrique. Parce que pour ma part, je pense que selon lui, et c'est pour ça qu'il disait d'ailleurs, lorsqu'il n'était pas en position favorable au niveau du classement de la Ligue des Champions, il disait, même si on est éliminé, c'est pas grave, on est dans un processus de reconstruction. Et normalement, c'était prévu que l'année prochaine, on puisse avoir quelque chose de merveilleux. Mais il avait déjà prévenu après le départ de Kylian Mbappé, que le Paris Saint-Germain serait meilleur qu'il sans Kylian Mbappé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a tout simplement lié sa parole aux actes. C'est ça la marque des grands coachs hein, qui réussissent souvent à insuffler un nouveau style de jeu déjà à son équipe, à demander à certains joueurs de faire certains efforts et qu'ils puissent le faire en fait. Genre parce que si un coach réussit à faire ça à une équipe, bah forcément les résultats vont suivre. Même si les résultats ne sont pas directs, mais au fur et à mesure que le temps va passer, nous tous, on va remarquer les efforts que certaines équipes fournissent et leur style de jeu en fait. Donc on peut vraiment lui tirer notre chapeau par ce qu'il a fait avec ce Paris Saint-Germain
on disait, en début de saison, je disais, ils vont pas aller loin, Kylian Mbappé est parti, ils n'auront plus de joueurs qui pourra marquer plus de 40 buts saison, qui seront en chute libre, qui vont faire ci, qui vont faire ça. Et lui, en fait, il n'a pas paniqué, il avait son système dans la tête, il avait son système qu'il voulait mettre en place et il est allé sur cette base-là et il a commencé à travailler petit à petit. En début de saison, en Ligue des Champions, c'était compliqué. Il a demandé aux dirigeants de ne pas paniquer, qui sait ce qu'il fait. Et au final, bah, on voit ce qu'il sait, on voit ce qu'il sait faire. Et vraiment, chapeau à lui. Dites-nous dans les commentaires quel est votre avis. Est-ce que pour vous, Luis Enrique est-il d'ores et déjà le meilleur entraîneur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Et je vous invite aussi à liker, ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner et à laisser un commentaire ou suggestion pour les référencements.